J'aimerais commencer par une petite activité interactive. C'est pas grand-chose, mais quand même, ça va vous permettre de s'immerger un peu dans la compréhension pourquoi le filage, c'est tellement profond, ça concerne tout le monde. Donc, on est tout habillés, hein? Puis tout ce qu'on porte, c'est soit tissé ou tricoté. Il n'y a pas de troisième manière de construire le textile. Donc, il y en a d'autres, Régina. C'est la quatrième conférencière qui va parler d'autres manières. Mais généralement, c'est deux constructions de base. Soit c'est une maille en tricot, ou c'est un croisement de fils en tissage. Et tous les vêtements, les t-shirts, ça c'est du tricot. Okay? Les jeans, les chemises, ça c'est du tissé. Mais qu'est-ce que ça prend pour construire un tissu? Ça prend du fil. Et pour construire du fil, ça prend du filage. Donc, chaque vêtement, chaque morceau, peu importe quoi, c'est précédé par le filage. Donc, filage se trouve comme à la base de tout textile. C'est comme alpha et oméga, on peut dire, du textile. Et pour produire un fil, ça prend la matière première. Là, je ne vais pas parler des matières contemporaines, je vais vraiment rester dans le traditionnel. Donc, généralement, c'est les fibres. Ça prend une fibre, en fait, pour filer. Donc, ça peut être soit végétal ou animal, si on reste dans la tradition. Donc, ça prend soit les plantes, soit les animaux, ce qui prend leur cultivation. Donc, voilà, c'est des choses très, très simples, OK? Mais vous allez voir où est-ce que je vais avec tout ça. Et donc, quand la matière première, j'ai apporté, ici, j'ai l'exemple du mouton, parce que moi, je travaille avec de la laine de mouton principalement. Donc, vous pouvez, je ne vais pas faire circuler tout ce que j'ai ici, mais après la présentation, vous pouvez venir toucher. Donc, ça prend les moutons. Ben, quelqu'un qui a les moutons, vous-même, OK? Donc, la toison brute, qu'il faut laver pour le transformer en toison propre, toujours brute, qu'il faut ensuite carder sur des équipements ou avec les cardes. Et par la suite, on file sur une machine dans l'industrie ou sur un rouet ou autrement. J'y reviens. Pour obtenir un fil qu'on puisse tricoter ou tisser. Mais on part de ça. Si vous voulez, je peux faire passer. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est pas lavé. Ça vient d'ailleurs de Deschambault. Je vais faire circuler un peu. Donc, ça, c'est une brebis. Et puis, juste pour donner, on reste dans la fibre animale. Ça, c'est du mohair. C'est un chèvre. Vous pouvez voir comment c'est différent. Donc, ça nous prend ça. Et puis, la teinture, on peut la teindre, la laine, avant ou après pour obtenir justement les couleurs, pour avoir les fils colorés. Puis aujourd'hui, ça, c'est des produits artisanaux qui sont à moi. C'est moi qui les ai faits. Mais en industrie, disons, ça, c'est de la mérino soie. Ça, c'est un produit de loisir, ce que les fileuses qui vont s'amuser pour filer du beau. Puis ça, c'est très préparé en industrie. Ça, c'est aussi un produit de filage, c'est de la laine. Une autre façon de préparer, ça peut être ça, une petite brioche. Et donc, il faut filer un fil simple, toujours le même principe. Soit pour le coton, pour le lin, pour la laine. On file un fil simple qui est ensuite retordu avec d'autres fils, un ou plus. En artisanat, on prend d'habituellement 2 fils simples, comme ça, pour le transformer en fil double. Et avec ça qu'on travaille. Encore, ça c'est très basique comme information. La mérino soie mélange. C'est 70% mérino, 30% soie. Voilà, je peux faire circuler ça aussi. Vous pouvez toucher. Voilà. Et donc, pour filer justement
On connaît le filage artisanal, OK, on connaît un peu l'existence de rouets. Mais justement, quand j'ai écouté la conférence de M. Laurent, puis cette année, je me pose beaucoup de questions, je vous avoue, et grâce au filage, c'est vraiment le filage qui me fait réfléchir à tout ça. Comment? Ouais. Je voudrais savoir, c'est quel mouton? C'est la race? La race, oui. La race, c'est quoi la race? C'est East Frisian Lacon. C'est les moutons laitières, les brebis laitières. Il n'y a rien, c'est rien de spécial, c'est local. Je viens de parler à la fin de ce projet que je fais avec des fermes de Deschambault. Et donc tout ce qu'on porte, je vais toucher un petit peu l'histoire de filage en reculant. Là, je ne suis pas historienne de métier. Je suis architecte de métier, en fait. Mais j'aime ça, avoir des questions et avoir les réponses à mes questions. Donc, c'est filé avec des machines, hein, qu'on connaît, c'est l'industrie. Mais quand ça a été, comment ça a été inventé, quand ça a commencé? Et j'étais très surprise à apprendre que les premières machines, vous me corrigez si je me trompe, les premières filatures, c'était les filatures de coton en Angleterre. Et la date, c'est 1740. Puis l'autre sorte de machine, le spinning jenny qu'on appelle, qui est comme la arrière-grand-mère de tout ce qui existe aujourd'hui, ça date de 1764. D'accord? Ça, c'est récent, ça. Donc, avant tout ça, 1764, on est dans le siècle des Lumières, c'est ça? Avant tout ça, elle faisait quoi? Comment qu'ils filaient leur fil? Peut-être au rouet, d'accord? Donc, je me disais, au 16e siècle, OK, c'était le rouet qui était l'outil principal. Ah, c'est ça que je voulais demander. Louis XIV, tout le monde connaît l'esthétique un peu. Donc, tout ça, tous ces habits, les velours, les bâtisses, les taffetas, tout ce qu'il y avait là, tous les fils qui servaient à la production et au tissage de toutes ces matières-là étaient filés au rouet. Au moins qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. OK, donc je recule jusqu'à 1530, où le rouet existait bien évidemment, où il y avait l'apparition de spinning jenny. Mais 1530, pourquoi c'est remarquable qu'on date? Parce que selon l'histoire telle qu'on la connaît, hein, on n'était pas là, on ne sait pas. C'est le moment où en allemand, Johann, j'ai oublié le nom, peut-être pas important. Ben, c'est important, mais je ne l'ai pas ici. Il a inventé ce mécanisme qui s'appelle l'ensemble des pingliers et bobines, qui permet justement de retordre la laine et l'embobiner sur la bobine en même temps. Donc, avant, ça n'a pas été possible, avant le début du 16e siècle. Donc, ici, on se comprend, ça va vite. À la même époque, à peu près dans les mêmes décennies, le pédale a été rajouté au rouet. Et donc, pour filer avant le début du 16e siècle, il n'y avait pas ça, puis il n'y avait pas de pédale. Donc, comment qu'ils faisaient? À la place de ça, on avait carrément ce qu'on appelle quenouille. C'était en fait une quenouille, c'est comme un fuseau, mais à la place de fusailleul, c'est une poulie. En fait, c'est une fusailleul avec une rainure qui était placée comme ça. Et on retordait d'abord, en se plaçant devant le rouet, on retordait d'abord la laine et après on prenait son temps pour l'embobiner. Donc, c'était vraiment deux étapes. Donc, ça prenait plus de temps. Et si je reviens, disons, au début du 15e siècle, OK, là, j'ai pas de PowerPoint, hein, ben c'est exprès parce que je voulais faire ça à l'ancienne. Donc, je vous montre un livre. Ça, c'est une peinture qui date du 16e siècle. C'est entre 1500 et 1110. Donc, il n'y avait pas de rouet avec l'enceinte de bobine épinglier. Pourtant, on voit les velures, on voit le bâtisse, on voit le taffetas ici.
Et je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que je ne comprends pas comment ils faisaient. D'accord? En revenant à votre conférence, il y avait le lit. Ça datait de 1715. C'était tout filé à la main, ça. Vous comprenez? Les fils pour broder, c'était-tu filé à la main? Les fils pour coudre. OK, mais les vêtements, comment ils cousaient leurs vêtements? Parce que fil à coudre, ça prend la force, ça prend la finesse. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais, donc, c'est ça. Puis le rouet, j'ai essayé de comprendre le moment de son apparition. J'ai compris que personne ne comprend concrètement d'où ça vient, là. Mais il vient de... ce qui est sûr, c'est qu'il vient de l'Orient, puis il est devenu populaire en Europe vers le 12e siècle. 12e siècle, on est en Moyen-Âge, c'est ça? Les vêtements de Moyen-Âge, les habits. Donc, avant, il n'y avait pas de rouet. Donc, il y avait quoi? Que des fuseaux. Oui, il y avait la quenouille. La quenouille. Dans la quenouille, la plante, la quenouille. Ils utilisaient la quenouille pour Ben, la quenouille, c'est végétal. La plante, la quenouille. ouais. Pose dans les fossés. Oui, vous en fossé. Puis, Mais c'est le même principe de filage. c'est la même chose, mais c'est à partir de ça, là, dans l'ancien. Bien, c'est ça. Mais des fuseaux, chaque nation, ben, plus ou moins chaque continent, il y avait différents fuseaux, on se comprend. Ça, c'est un fuseau d'aujourd'hui. C'est un des, je ne sais pas combien de modèles qui existent, parce qu'il y en avait, tu sais, les Navarros, c'est grand de même. Puis, il y a des fuseaux supportés, mais tu peux filer comme ça aussi. Puis, il y a des fuseaux russes où il n'y a pas de fusailleul. Il y a plusieurs modèles. Mais le fait reste le fait qu'il faut retordre le fil. OK? Puis, il n'y a pas de mécanisme qui va l'embobiner. Là. Il faut que je m'arrête et je l'enroule. Et je fais ça jusqu'à temps que ça descend. Donc, il faut que je m'arrête, là. Quand je pense que c'est prêt, là, je vais l'enrouler à sa place. Et je continue. Et ça, c'est un fil simple. Si je veux travailler en chaîne, par exemple, ça va prendre de la solidité dans la fois que je le retords. Puis, si je fais un fil fin, ça doit être très, très fin. Et toutes ces réflexions-là, c'est ça. Après que j'ai pensé aux vêtements, je vous montre une autre chose. Là. Le velours ciselé. Ici, j'ai des livres, en fait, que j'ai apportés pour vous, que vous pouvez consulter par la suite, si vous voulez. J'ai un livre super beau livre sur les velours. Donc, il y a des velours ciselés qui sont faits, c'est de la soie. Ça, c'est 15e siècle aussi. Pardon. Fin 15e, c'est début 16e. Vous voyez que c'est fin. Pas de rouet, pas de bobine épinglier non plus, pas de machine. Donc, ça veut dire que ça a tout été filé à la main? Oui, hein? Puis, au 16e, quand la Nouvelle-France, vous avez mentionné que quand elle voulait être inclusive, Samuel Champlain puis Jean Talon, les femmes ne voulaient pas. Et là, je me suis dit, parce qu'ils filaient. À l'époque des rouets, ça prenait, pour approvisionner un tisserand, ça prenait 5 fileuses. Puis pour les velours, je n'ai pas tout lu le livre, mais c'est écrit pour faire un velours, il y a eu jusqu'à 14 000, c'était des milliers de personnes qui travaillaient sur une production. Ça, c'est les tisserands pour produire un velours. Mais d'accord, on fait 14 x 5, ça prenait 60 000 fileuses pour fournir le fil. Ah, mais la logistique, OK, le fil, mais les 60 000 personnes, ils habitent où, là? Comment ils font apporter les fils? Vous comprenez mon problème? Mes questions sans réponse. Ben, je trouve ça, en fait, fort intéressant. Et donc, après, je me suis posé la question, les voiles des bateaux. Comment elle faisait, c'est grand quand même, donc ça prend, OK, c'est tissé, c'est cousu, puis c'est tissé large, on ne sait pas, mais c'est cousu, mais c'est filé d'abord. Puis en quoi que ça a été, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans l'histoire,
les premiers voiles sont apparus, et les bateaux à voile, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Hier, j'ai compris que c'est pas pour rien que ça coïncide avec la date de début de cultivation du lin, parce que c'est grâce à l'existence du lin que c'est devenu possible qu'il y ait des bateaux à voile, et non l'inverse. Bien, c'est mes réflexions, là. Mais le lin, c'est vraiment, c'est plus ancien que la laine en cultivation, bien que les moutons étaient domestiqués en moins 8000. Ils ont appris à les tondre à moins 7000, comme on y pense. Mais la laine ne servait que pour le feutrage. Et pour filer la laine, ils ont appris à moins 3000 seulement. Tandis que le lin était cultivé en Égypte, commençait à moins 5000, puis le coton, c'est moins 3000, puis la soie, c'était encore plus jeune. Et donc, là, je me suis renseignée sur les tissus en Grèce antique puis à Rome. Puis j'ai vu la variété, les tissages comme les décorations. C'était des broderies, c'était les tissages complexes comme à la planche. Mais c'était vraiment, il n'y avait pas de métier jacquard, il n'y avait pas de cadres multiples, mais ils faisaient tout à la planche. Les oiseaux, les motifs d'oiseaux, les motifs de toutes sortes de choses. La tapisserie, ça. Les vêtements, parce qu'il y avait de la mode. Le décor. C'était pas les vêtements unis, c'est devenu uni à l'époque de l'âge d'or d'Athènes, vers moins 480. Mais avant, c'était plus comme, disons, gitane. Il y avait beaucoup de motifs. Puis là, j'ai parlé avec quelqu'un, dit, ben là, mais il y avait des esclaves pour ça. Mais en Grèce, dans son âge d'or, il n'y en avait pas beaucoup d'esclaves. C'était 10%, je crois, de la population. C'est qui faisait tout ça, tout ce filage-là? On laisse à part le tissage, je ne connais pas grand-chose. Hein. Mais comment et de quoi? En quoi? Quel outil? J'ai lu, ils ont découvert les fuseaux en argile qui dataient de moins 800. Mais il n'y en a pas tant en quantité. En tout cas, des questions qui se posent. Et là, quand j'ai lu, j'ai eu 2 sources différentes. Puis je me suis dit, c'est bien bizarre. Peut-être que c'est même pas vrai, mais quand même, je vais vous le dire. Puis vous portez votre jugement. Dans un livre des années 70, un livre américain, j'ai lu qu'avec le lin qui est cultivé en Égypte en moins 2000, ils ont trouvé une étoffe avec une épaisseur en chaîne. Je ne me trompe pas parce que j'ai vraiment vérifié, j'ai tapé. Avec l'épaisseur en chaîne, 540 fil-pouces. D'accord? Et toute filée à la main. Puis cette étoffe-là, elle avait la longueur de 300 verges. Parce que c'est les tissus dans lesquels ils enrobaient des momies. Ça, c'est mon linge à vaisselle, d'accord? Ça, c'est mon linge à vaisselle. Ça, c'est 30 fil-pouces. Vous comprenez? Ce que je porte... Si c'était pour les momies, ça devait être une bande plutôt étroite. 500... Là, j'y arrive, là. J'y arrive. Ça, c'est peut-être 200. Ben, j'ai vérifié ce matin, les draps Ikea, le plus de qualité, en fait, les chemises d'homme, c'est 350 fil-pouces. 540 fil-pouces, et puis ça a été filé à la main. Puis j'imagine la grosseur d'une fibre de lin, peut-être c'était d'autres variétés, mais pour que ça fasse en toile 140, donc dans un buvage, quand vous enroulez sur un pouce de longueur, ça doit être double. C'est ça? Parce qu'il y a des espaces égaux. Donc ça doit être 1080 dans l'embuvage. Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. Vous comprenez? Et donc, l'autre exemple, et après je vais je vais arrêter avec mes questions qui dérangent. Dans un livre russe du début du 20e siècle, qui avait comme référence des ouvrages français, des chercheurs français, c'est écrit, on a un morceau de tissu qui fait 60
fil par centimètre carré en chaîne et en trame, ce qui monte à 150 fils au pouce. 30, d'accord? Et avec les équipements d'aujourd'hui, le livre datait de 1934. Avec les équipements d'aujourd'hui, sur les machines les plus avancées, on est capable de produire les bâtisses les plus fins à 56 en chaîne, 56 fils au pouce, puis 46 en trame. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas arrêter pour les questions là, mais... Donc, en fait, le thème de ma conférence, c'est pourquoi on s'intéresse, pourquoi ça revient, l'intérêt c'était quoi déjà? Aux pratiques traditionnelles. Personnellement, quand j'étais aux études textiles au cégep, j'ai eu comme... c'était mal parti, ma rencontre avec le filage, puis j'avais envie de... Ça m'a touchée. Ça m'a touché quelque chose en moi que je ne connaissais même pas que je l'avais à toucher. Et au fur et à mesure que j'ai appris comment faire, j'ai beaucoup lu. Puis j'ai commencé à l'enseigner à un moment donné. Puis ça fait déjà 7 ans que cette histoire était partie. Puis vous voyez, cette année, j'ai beaucoup de révélations. Puis je sais qu'il y en a encore plus. Donc c'est très enrichissant comme activité intellectuelle, je dirais. Puis tout le monde sait que oui, ton fil, ça détend. Puis les gens, quand j'ai enseigné, j'avais les personnes qui venaient justement qui travaillaient beaucoup, par exemple, comme infirmière d'urgence. Oui, après le travail, tu t'installes, puis tu fais « Ah, j'ai fil de 2 heures par jour, ça me fait du bien. » Oui. Mais pourquoi c'est comme ça? On comprend que c'est monotone. Mais en fait, le défi en filage, c'est que c'est tellement une recherche d'équilibre entre le contrôle et lâcher-prise. Puis quand tu ne l'as pas essayé, c'est vraiment ça qui te pose le défi personnel. Donc, je dirais c'est un outil de développement personnel très, très puissant pour se connaître et pour apprendre de soi. Puis, c'est quelque chose c'est une activité qui développe énormément le sens d'observation. Parce qu'il faut que... le sens d'analyse, parce qu'il faut que tu sois en analyse constante. Qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi que ça marche ou non. Et en plus, si tu n'es pas au moment présent, ça va pas marcher. Il faut vraiment être dedans. Et une fois bien parti, ça devient comme dans la douche, c'est les bonnes idées qui viennent. Quand on file, c'est souvent ça, tu te baignes dans cet état d'esprit, puis c'est libérateur, mais c'est très enrichissant aussi parce que ça te fait le vide qui peut te remplir des choses extrêmement avec beaucoup de valeur, d'accord? Donc, c'est ce côté spirituel qui est important, je trouve, puis intellectuel aussi. Par la suite, je dirais que le rouet même, c'est tellement fait... c'est très simple, là. C'est comme un jeu d'enfant. Puis tout ce qu'on observe quand on file, on peut aller à gauche ou à droite. Puis le fil se retourne en S ou en Z. Ça fait tout le temps 2. Donc, c'est la question de dualité et où que ça nous amène dans nos réflexions. Là, tu commences à repérer, faire les repères entre ce que tu vois et puis ce que tu vis. Et dans la vie en général, bref, ça fait réfléchir. Puis je trouve ça, c'est très enrichissant aussi. En plus, quand on travaille avec les bouts de doigts, on sait qu'il y a beaucoup de... La motricité fine, hein, c'est pas pour rien que c'est important. Ça nous garde en santé physique et mentale, juste faire le massage permanent. Quand on touche, puis on fait tout le temps ce petit mouvement-là. Donc, c'est bon. C'est tout court, c'est vraiment bon pour la santé. La coordination, comme en équitation, hein, on fait qu'on pédale. Aujourd'hui, les rouets sont une pédale ou 2. Donc, il faut faire tourner dans le bon sens, il faut pédaler, il faut travailler ta laine, il faut que tu tires ta laine. Puis,
que j'ai déjà mentionné, trouver le bon façon de travailler avec le rouet, puis cette collaboration-là, tout ça, ça te fait avancer dans plusieurs domaines de la vie. Et ce qui est aussi, bien là, c'est côté encore pas tangible. Côté tangible, bien, ça fait faire de la production et ça fait faire ce que tu veux. En fait, c'est comme quand tu achètes un fil qui est déjà fait, c'est comme des crayons de couleur, bien, tu fais avec. Ici, tu crées tes propres couleurs. Tu fais ta propre grosseur, tu fais ta propre texture, tu fais ce que tu veux. Et c'est la création épurée, comme absolue. C'est comme tu as tes pigments, puis tu fais tes propres peintures. Peinture? Oui. Voilà. Par la suite, si on aime travailler avec la laine brute, ça fait connaître son environnement. Moi, grâce à ce que je fais, j'ai rencontré des fermiers locaux. Un de mes projets, c'est de filer justement la laine des brebis qui fournissent leur lait à la fromagerie de Grundzin. C'est vraiment, donc ça, là, ça vient de Deschambault-Grundzin. Et quand je suis au marché, à gauche, j'ai des fromages, puis à droite, j'ai la ferme à fixe d'où cette laine vient, puis j'ai la photo des filles fraîchement tondues, puis j'en parle aux gens. Les gens font « Hein, c'est local? » Ça me dit « Ben oui, ça, c'est local. » Ça, c'est... Tu sais, j'ai ramassé l'été dernier, je l'ai lavé, j'étais contente parce que c'est juste des brebis laitières, rien de spécial. Imaginez si on a les moutons pour la laine, combien on peut aller loin avec ça. Donc, dans le sens d'autonomie, les gens qui aiment, en fait, aussi une des tendances d'aujourd'hui, d'après ce que j'observe, être responsable de soi, de son approvisionnement, être autonome dans le sens que, tu sais, quand il n'y a pas d'électricité, tu es correct. C'est pas que tu restes vivant puis ça ne te dérange pas. Donc, j'ai eu des clientes, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des moutons, qui veulent apprendre comment faire. Mais c'est des gens qui font l'école à la maison, c'est les gens qui veulent savoir comment faire, c'est les gens qui veulent décortiquer comment c'est fait. Puis ils trouvent ça important parce que ça les permet de vivre la vie d'un être humain. C'est comme faire du pain, hein, c'est comme faire son propre savon. C'est le plaisir de faire sa bouffe. Tout le monde fait sa bouffe, puis vous connaissez la différence. C'est ancien. Puis ça nous ramène à notre tige humaine. Puis je trouve que c'est très humanisant comme activité aussi. Ça nous ramène à nos sources, dans le sens très large. Et dans ce sens-là, quand on dit les pratiques traditionnelles, la notion traditionnelle, la première réaction que moi j'ai, par exemple, c'est quelque chose qui vient du passé, puis qu'on reprend parce qu'on y voit de la valeur. Puis j'ai réfléchi que c'est normal cette première réaction, mais en fait, qu'est-ce qui est traditionnel? C'est ce qui est, on peut dire, éternel, c'est ce qui est vrai. Donc, c'est quelque chose qui... c'est comme que des adultes ici, c'est comme faire les bébés. Ça apprend un homme et une femme, ça apprend à faire l'amour, après ça apprend à le coucher. Tu ne peux pas le faire autrement. Et si c'est autrement, c'est croche. D'accord? C'est comme ça que c'est supposé d'être fait. Donc le filage, dans ce sens-là, peu importe ce qu'on porte, on part toujours d'une fibre et c'est toujours retordu à gauche ou à droite. Donc dans ce sens-là, c'est comme comprenez la valeur, puis quand on en est conscient, ça fait quelque chose, je crois. Tu sais, ça fait comme, je le sens, je suis ancrée, je suis humain, puis j'en suis fière. C'est quelque chose de... Il ne faut pas que je devienne trop émotionnelle. Mais je trouve ça, c'est important. Je trouve ça, c'est parce que, tu sais, avec ce qu'on a vécu depuis 3 ans, on a perdu un peu cette fibre humaine, tu sais, avec la peur et les trucs, et on ne se pose pas de questions. Bien, si on les pose, on est là pour ça, on n'est pas là pour avoir peur, on est là pour vivre. Donc tout ça, de quoi je parle, c'est vivre. Et c'est ça que le filage m'a appris. Il y a une chose aussi qui est très présente dans le filage, dans les
dessus du rouet, Ouais. c'est la musique La musique. du rouet. Ouais. Mais voyez-vous, je suis plus visuelle. Mais le vent, c'est vrai que le vent que ça fait, puis le bruit de... Plusieurs sens sont... On peut essayer. Attendez. Attendez, je vais me mettre debout, mais quand même. On peut écouter le rouet travailler. C'est ça, hein? Quand la bobine n'est pas bruyante, des fois, elles sont très bruyantes, puis il faut travailler pour ajuster ça. Et voilà, mais je pense que j'ai assez parlé des choses générales. Là, je peux parler des choses plus précises. Donc, concrètement, quelle place occupe le filage dans mon travail? D'abord, je le fais sans dilution. Hein. Je file la laine, puis je la vends, mais je ne la file pas pour vendre, je la file pour filer, en fait. Puis la vente, c'est ce qui suit de filage. Là, avec le projet de Deschambault, j'ai commencé à vendre la laine cardée pour la rendre accessible aux fileuses qui suivent les cours que je donne, et non seulement. Par la suite, oui, c'est ça, mon affiche, elle explique très bien les 4 activités où que je suis impliquée. Et ce que je file, je tisse. Et il m'est arrivé, à la fin de mes études du cégep, j'avais un projet que Carole connaît très bien, ce projet-là. C'est une murale, c'est une œuvre qui est comme une photo du moment où est-ce que j'étais au printemps 2016. C'est du tissage jacquard. Je vais faire circuler. C'est le même objet, mais plus petit, disons. C'est la même technique. Donc, c'est le tissage au grand métier à 1728 aiguilles qui ne sont pas reliées. Donc, un métier traditionnel, c'est 4-4, puis les aiguilles sont reliées par groupe. Donc, métier jacquard qui débute en 1801, je pense, c'est sa date de naissance. Donc, c'est complexe comme technique qui part des armures de base, en fait. Il n'y a rien que cirgé, satan et toile dedans, malgré ce que ça a l'air d'être. Mais c'est tissé avec de la laine que j'ai ramassée en toison sale, puis j'ai tout fait la transformation. Donc, tout ce que vous voyez arc-en-ciel, c'est toute la laine transformée par ses mains, puis teinte et filée, c'est ça. Voilà. Puis là, pour répondre à vos questions, où est-ce qu'elle est en arrière? Où est-ce qu'on ne voit pas ici? Elle est cachée entre les couches, parce que techniquement, cette œuvre-là, c'est comme 3 couches de tissu croisées entre eux. Voilà, donc ça, c'est côté œuvre. Donc, je trouve la manière de mettre en valeur le tissage, de le présenter, en fait, au public, de le faire reconnaître. J'ai dit pas connaître, vraiment reconnaître, c'est de le mettre dans les œuvres. Puis, à peu près de la même manière, je l'adresse dans les tissages que je fais. Je travaille à 80, peut-être 10% en frappé colonial, que M. Laurent a mentionné tantôt. Et des fois, je travaille avec les fils que j'ai filés. Donc, le petit métrage que j'ai ici, là, ça, c'est en trame, pas en chaîne. Donc, la chaîne a été montée, c'était une chaîne des écharpes. Puis ça, j'avais le goût de tisser le tissu. En fait, je n'aimais pas le fil que j'avais, filé à la main. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est en trame, là, tout ce qui est jaune, ça, c'est tout filé à la main. Dans une technique traditionnelle, très, très traditionnelle. Donc, je vais en faire des petits objets. C'est un peu trop grand pour circuler, mais je veux faire circuler d'autres choses, mais aussi, Carole. Puis ça, justement, je peux faire circuler ça. C'est un petit tissu. Des fois, je tisse les petits morceaux comme ça pour ensuite en faire des sacs. Je suis désolée, j'en ai pas de près, là. Décousu, mais en fait, c'est des sacoches que j'en ai faites parce qu'il part vite. Théoriquement, ça va être doublé, puis ça se porte comme ça. Ben, c'est une sacoche de rien, là. Ça, c'est ça, tout. Ouais.
presque tout. Tout est filé à la main. Puis pour moi, l'idée ici, c'était de faire un sac. Vous connaissez quand on voyage, surtout dans les pays chauds, puis et les gens reviennent avec les petits sacs. Ah, je l'ai acheté au marché artisan local, nanana. Donc, j'avais envie de faire ça comme un sac ethnique québécois. En étant russe, je comprends que... Mais quand même... Et quand même, et je vois que c'est apprécié, puis ça donne... Tu sais, c'est léger, les gens aiment ça. C'est un beau format. Mais c'est ça. Puis j'aime ça, voir des fils filés à la main dedans. Des fois, je les mélange avec des fils commerciaux, comme ici dans ce tissage. Donc, ça va devenir un sac comme ça. Puis on voit que, des fois, je mélange des fils commerciaux avec, commerciaux, c'est ça, avec de la laine filée à la main. La même chose que je fais en tricot aussi. Je trouve ça permet de mettre en valeur les deux, en fait. Et puis, c'est fort intéressant. Ça peut être plus raffiné que ça. Ça, c'est tout filé à la main, en fait. C'est pas la laine que j'ai transformée, mais c'est la laine que j'ai filée. Donc, ça peut être assez délicat. Aussi, j'avais même des écharpes avec de la laine filée à la main, mais ça revient trop cher, mais c'est beau, tu sais, c'est vraiment beau. Des petites pochettes, de rien. Ouais, pourquoi pas? Puis ils sont pas chers, puis les gens partent. Puis j'avais un projet, je vais tisser les pochettes, je vais tisser la laine de Deschambault, puis je vais les vendre, les pochettes de Deschambault. Mais voyons, c'est vraiment local, puis tu achètes ton fromage, tu le mets dedans, puis tu le présentes comme cadeau. Donc, ça peut être pertinent. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais dire que j'enseigne le filage, puis j'adore ça. Puis quand j'ai commencé à le faire, c'était à Québec, puis c'est là que j'ai compris que c'est une partie essentielle pourquoi j'aime le filage, parce que ça me permet de le faire sortir, en fait, c'est ce que j'ai à dire. Puis ça me fait la même chose pour le tissage maintenant, mais là, je me ferai un peu. Donc, la plupart des fils, merci, ici, là, ça, c'est les restants que mes étudiants ne voulaient pas, ou c'est ce que je file pendant le cours quand je montre comment faire. C'est beau, hein? Je ne peux pas le... Donc, c'est ça l'idée, c'est que les gens arrivent, les gens qui s'intéressent, ils arrivent, ils ne savent rien, mais s'intéressent. Et c'est le cours de 18 heures sur 3 samedis consécutifs, une fois par semaine. Et puis, idéalement, qu'ils pratiquent entre les cours. Il y en a qui viennent avec le rouet, il y en a qui utilisent les rouets de l'école. Puis, ils partent, après 18 heures d'apprentissage, ils partent avec leur écheveau. Et là, ça va leur faire effet enfant qui arrive ici. Puis, c'est fort. Ça change une vie, en fait. Donc, c'est ça. Et cet automne, justement, à Deschambault, avec Culture et patrimoine Deschambault-Grondines, ça va être le premier cours que je vais donner à Deschambault avec les rouets du coin qui sont réparés, restaurés par les bénistes du coin. Et c'est ça. Donc, vous êtes bienvenus. Il en reste encore 3 places, je pense, sur 7. Vous êtes bienvenus. C'est vraiment mon plaisir de transmettre ce savoir-faire à ceux et celles qui le veulent. Ben voilà. Je pense que j'ai fini.